Alors, je m'appelle David Guyon, je suis avocat au barreau de Montpellier. Je suis intervenu pendant la crise sanitaire parce que, intervenant habituellement en droit public, j'ai toujours contesté en fait les décisions de l'administration, et il faut le rappeler, mais toutes les décisions qui ont été prises entre le 14 mars 2020, date de la fermeture des premiers lieux de convivialité, et en date de la levée des dernières mesures restrictives de liberté, notamment pour l'obligation vaccinale des soignants, ce sont des dispositions qui ont été prises par décret, c'est-à-dire par des autorités administratives. C'est comme ça que je suis arrivé finalement dans la contestation de la crise sanitaire. Et le public m'a découvert surtout au moment de la contestation des premiers arrêtés qui imposaient le port du masque en extérieur, puisque Montpellier faisait partie des premières villes qui avaient décidé de recourir à l'imposition du port du masque sur le centre-ville. Les libertés fondamentales, c'est une matière qu'on nous enseigne durant toutes nos années universitaires. Puisque le droit, c'est aussi les libertés. Alors, est-ce qu'un droit est une liberté est un droit? Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, nous sommes étudiants en droit, nous sommes toujours sensibilisés à la question des libertés fondamentales. Pourquoi? Parce que d'une part, elles ne sont pas évidentes, et d'autre part, parce qu'elles ont été acquises au cours d'un long combat et d'une longue évolution, en fait, de nos législations. Donc ça veut dire que ces libertés fondamentales n'ont pas toujours existé, et elles n'ont pas toujours été fondamentales. Donc effectivement, nous sommes, en tant qu'étudiants, sensibilisés à cette question. Quand nous passons l'examen du barreau pour devenir avocat, nous avons une matière qui s'appelle les libertés fondamentales, qu'on doit apprendre, qu'on doit effectivement ingurgiter, et on fait l'objet d'un grand oral qui est, en d'autres termes, un petit peu le summum de notre formation, et qui nous permet de savoir si nous allons entrer ou non dans l'école des avocats. Donc c'est comme ça qu'a commencé mon intérêt pour les libertés fondamentales, mais parce que je trouvais que dans une société démocratique, il n'était pas possible d'avoir une société qui fonctionne correctement lorsque la liberté des individus n'est pas assurée. Pendant la crise sanitaire, j'ai constaté une dissonance cognitive extrêmement importante entre ce que j'avais appris à l'université, et ce qui pour moi avait fait que j'étais devenu avocat, et la réalité. Puisque on a une constitution, nous avons des libertés fondamentales, et pendant la crise sanitaire, on nous a expliqué que la constitution finalement pouvait ne pas être respectée, ce qui est quand même un choc en tant que constitutionnaliste, parce que j'enseigne le droit constitutionnel également à l'université de Montpellier, et nos libertés fondamentales peuvent être facultatives. Donc là, c'est la négation totale de tout ce que j'ai appris pendant mes études, et de tout ce qui a finalement forgé ma personnalité en tant qu'avocat. Au moment de la crise sanitaire, c'est ce qui m'a conduit à m'interroger sur la légitimité d'une part de ces mesures, et puis leur nécessité, leur utilité et leur proportionnalité. Ce sont trois conditions qui sont des termes juridiques. La mesure est nécessaire, elle permet effectivement de pouvoir juguler la crise sanitaire. Elle est utile, elle va favoriser effectivement la gestion de la crise sanitaire, et elle est proportionnée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une mesure qui soit moins restrictive pour atteindre le même résultat. Donc là, vous voyez, je viens de vous expliquer ce qui avait fait que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État avaient considéré que les mesures prises pendant la crise sanitaire étaient légales, étaient conformes en tout cas à nos libertés fondamentales. C'est parce que ces mesures étaient nécessaires, utiles, proportionnées. Et chaque fois, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont rappelé que si une de ces conditions disparaissait, alors les mesures qui avaient été prises devaient immédiatement prendre fin. Immédiatement, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en réalité, à partir du moment où le gouvernement n'est jamais contraint de rapporter la preuve de la nécessité, de l'utilité et de la proportionnalité des mesures, en fait, vous vous retrouvez avec un état d'urgence permanent, et finalement une urgence qui va être subjective, évolutive, puisque à un moment donné, c'est le nombre de contaminations, à un autre moment donné, c'est le taux d'occupation des lits, puis à un autre moment donné, c'est effectivement le nombre de décès. Et en fait, ça va évoluer au gré des besoins du gouvernement, et c'est là où je me suis aperçu qu'en réalité, si on ne défendait pas nos libertés fondamentales, celles-ci deviendraient des libertés facultatives, et qu'en réalité, à la fin, il n'y aura peut-être même plus aucune liberté. Alors la loi doit assurer la liberté. L'objectif de la loi, c'est de réguler les rapports sociaux et de faire en sorte effectivement qu'on puisse être dans une société démocratique. Parce que notre constitution, c'est une société démocratique. D'accord ? Après, est-ce que dans la réalité, nous sommes dans une démocratie ? Ça, c'est un autre débat, et j'ai fait l'objet de plusieurs émissions dans lesquelles j'ai expliqué un peu le fond de ma pensée. Je pense que nous sommes dans une démocratie autoritaire, c'est-à-dire le pire des régimes, c'est-à-dire que vous avez un régime qui se dit comme étant démocratique, mais qui va utiliser des moyens qui sont propres à des régimes autoritaires. Vous allez par exemple avoir
un président qui va se comporter comme un véritable finalement dictateur au sens romain, c'est-à-dire une personne qui va être amenée à prendre toutes les décisions et quitte à restreindre les libertés dans un moment de crise. Et effectivement, pendant la crise sanitaire, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un président de la République qui s'est comporté comme un dictateur au sens romain du terme, c'est-à-dire qu'il a confisqué finalement l'ensemble des libertés pour pouvoir juguler un moment de crise. Et on a eu des décisions qui ont été prises de manière autoritaire, verticale, dans des cabinets de conseil, donc en dehors du processus démocratique, et avec un Parlement qui finalement s'est cantonné à être ce qu'on appelle une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire que chaque fois que dans l'agenda présidentielle et politique, il était décidé d'une mesure, vous saviez que quelques temps après, l'Assemblée nationale allait la voter, sans véritable discussion sur le fond, relatif par exemple à la nécessité, l'utilité, la proportionnalité de la mesure. Le 5 août 2021, il est décidé de mettre en place ce qu'on appelle une obligation vaccinale. Jusqu'à là, rien de nouveau, il y a déjà d'autres obligations vaccinales, et d'ailleurs c'est un petit peu le point de l'opposition, c'est de dire il y a déjà des obligations vaccinales. Oui, mais cette obligation vaccinale du 5 août 2021, elle a des particularités. Première particularité, c'est la seule obligation vaccinale qui est assortie d'une suspension sans rémunération. Vous pouvez chercher, il n'y a pas d'autres obligations vaccinales dans lesquelles on vous dit si vous ne vous vaccinez pas, on vous prive de tout revenu. Cette suspension sans rémunération, on l'a compris avec le temps, mais elle n'est pas compensée par des aides sociales. Les CAF ne vous versent pas le RSA, vous ne rentrez pas dans les conditions des CAF. Certaines CAF ont versé le RSA, mais c'est l'exception. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a des actions en récupération des sommes qui ont été versées, parce que justement, les CAF disent, on ne devait pas vous verser d'argent. Donc, il n'y a pas d'aide sociale pour les soignants suspendus. Il n'y a pas d'allocation de retour à l'emploi. Vous n'êtes pas considéré comme étant une personne sans emploi. Et pire encore, parce que l'ignominie ne s'arrête jamais, lorsque vous êtes licencié ou que vous démissionnez après votre période de suspension, qui en général dure à peu près 20 mois, septembre 2021, mai 2023, on calcule votre allocation de retour à l'emploi sur la période pendant laquelle vous avez été suspendu. 0 plus 0 égale, pour vous connaissez le résultat. Donc voilà, ils n'ont pas d'aide sociale. Il n'y a pas non plus de compensation fiscale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide de l'État qui a été mise en place au regard des mesures fiscales. J'insiste là-dessus parce que vous savez qu'en 2004, il y a eu une crise économique qui a touché la Grèce et que les fonctionnaires avaient perdu à peu près 20% de leur rémunération. C'est très probablement ce qui va nous attendre pour la France. Hein. On verra dans quelques années. Hein. De toute façon, on est payé pour voir. Mais c'est ce qui va se passer certainement pour nous. La Cour européenne des droits de l'homme avait été saisie sur la question du droit de propriété. Parce qu'ils estimaient avoir perdu finalement une partie de leur rémunération, et la rémunération fait partie effectivement du droit de propriété. La Cour européenne des droits de l'homme a dit cette mesure est légale et elle est proportionnée parce que, d'une part, il y a une crise économique sans précédent, et d'autre part, il y a des compensations fiscales. Ils perdent 20% de leur salaire, mais vous avez des compensations fiscales qui permettent d'amoindrir cette perte. Et c'était une des conditions pour laquelle la Cour européenne des droits de l'homme avait validé ce processus. Ici, soyant suspendu, vous n'avez pas d'aide sociale, vous n'avez pas d'allocation de retour à l'emploi, vous n'avez pas de compensation fiscale. Donc on est dans la négation même du droit de propriété et du droit à la vie privée familiale. Pourtant, on va vous expliquer qu'il fallait absolument vous faire vacciner. Et une autre des particularités de cette obligation vaccinale, c'est que, en réalité, vous allez vacciner une population qui est saine avec un produit qui est en cours d'évaluation. C'est-à-dire que il y a une enquête parlementaire actuellement sur les effets secondaires, et ce que l'enquête révèle, c'est qu'on est en train actuellement de mesurer les effets secondaires. Donc en réalité, c'est donc bien une expérimentation qu'on était en train d'imposer à la population. Et ça, c'est effectivement une des particularités de cette obligation vaccinale, c'est qu'on ne retrouve pas une expérimentation en temps réel avec d'autres obligations vaccinales. Grande différence quand même que je pense qu'il est nécessaire de rappeler. Cette obligation vaccinale a été suspendue le 15 mai 2023, c'est-à-dire qu'elle peut être réactivée à tout moment si jamais on décide d'abroger le décret du 14 mai 2023 qui a suspendu cette obligation vaccinale. Les soignants ont pu reprendre leur activité, parfois avec perte et fracas, parfois dans de bonnes conditions, ça dépend vraiment à chaque fois, bien entendu, de la situation des soignants. J'ai eu de tout dans ma clientèle. Qui dit fin de la suspension ne dit pas indemnisation. 20 mois sans rémunération, bien entendu, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qui peuvent être dus. Et la grande problématique des soignants suspendus, c'est d'une part, c'est qu'ils n'ont aucune conscience du préjudice précis qu'ils ont subi. Parce que déjà de faire l'opération, je prends mon salaire net par mois, je le multiplie par le nombre de mois que j'ai suspendu, c'est pas évident pour un soignant suspendu. Pourtant, c'est la première chose à faire.
Donc déjà, vous prenez votre salaire, vous le multipliez par le nombre de mois suspendus, et vous avez déjà un aperçu de ce que peut être l'indemnisation. Ensuite, vous devez multiplier par un coefficient qui est de 1,75, qui correspond en fait aux charges sociales et patronales. Vous avez un revenu net, mais en fait, vous avez aussi un revenu brut, et vous avez des charges qui sont payées par votre employeur, qui va cotiser votre retraite. Vous avez perdu 2 ans de rémunération. Donc c'était déjà 64 ans de partir à la retraite, c'est 66 pour un soignant suspendu. Et puis, vous devez calculer les primes que vous pourriez éventuellement bénéficier. Il y a notamment la prime Ségur depuis janvier 2022, 183 € net par mois, donc ça, vous devez l'ajouter. L'avancement dans le grade, dans l'échelon, l'ancienneté, en d'autres termes, et puis toute l'indemnisation du préjudice moral. On a des personnes qui sont parties totalement en dépression, c'est une indemnisation qui peut être extrêmement importante. Vous avez des personnes qui, notamment comme une de mes clientes, qui vivent dorénavant dans une caravane. Pareil, c'est un trouble dans les conditions d'existence qui doit être indemnisé. Donc on est sur des demandes d'indemnité très importantes. Pourtant, la loi ne prévoit aucune indemnisation. Le gouvernement ne prévoit aucune indemnisation. L'opposition que j'ai rencontrée à l'occasion de cette intervention que j'ai faite au Sénat ne prévoit aucune indemnisation, et j'ai même envie de dire, ils vous rigolent au nez lorsque vous êtes en train d'en parler. Puisqu'on parle souvent d'abrogation de l'obligation vaccinale de manière à éviter sa réactivation, mais on ne vous parle jamais d'indemnisation. Donc aujourd'hui, un soignant suspendu, il a concrètement jusqu'au 15 septembre 2024 pour être indemnisé s'il est salarié, 1er janvier 2025 s'il est agent public ou libéral. Après cette date, il faudra faire du cas par cas et il faudra s'assurer qu'effectivement il y a encore des sommes à aller récupérer. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais retenez 1er janvier 2025, puisqu'après c'est terminé. Même si la jurisprudence vous donne raison à certains de vos collègues, vous ne pouvez pas invoquer cette jurisprudence pour reporter le délai de prescription. La prescription, c'est le fait qu'une somme d'argent qui vous était initialement due ne peut plus être réclamée. C'est le régime de responsabilité. En fait, il y a déjà des lois qui existent pour dire quand vous subissez un préjudice, vous êtes indemnisé. Donc là-dessus, ça existe. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qui cause la première source de souffrance de la crise sanitaire? C'est l'ignorance. Parce que vous êtes ignorant, vous subissez les mesures sanitaires. Si vous n'étiez pas ignorant, vous n'étiez pas confiné, vous pouviez interpréter les textes, il y avait vraiment une très grande largesse. Vous aviez par exemple pour votre auto-attestation motif personnel, il n'y a pas besoin de motiver quel était le motif personnel. Vous cochiez motif personnel, on ne pouvait pas vous infliger une infraction. On ne pouvait pas. Mais vous étiez enfermé chez vous parce que vous étiez ignorant. Et donc c'est pareil pour les soignants suspendus. Vous avez de la jurisprudence, vous avez des lois qui prévoient des indemnisations. Mais personne ne vous en parlera jamais. Parce que l'objectif, c'est pas de faire en sorte que des soignants suspendus, qui sont les véritables opposants politiques du gouvernement actuel, puissent être indemnisés. Et imaginez les conséquences de soignants suspendus qui viendraient chercher leur indemnisation et qui obtiendraient gain de cause. Vous imaginez le message que ça enverrait? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, mince, pendant une crise sanitaire, on peut pas faire ce qu'on veut. Et je ne pense pas aujourd'hui, concrètement, que le gouvernement a envie de laisser penser à ses citoyens qu'en matière de crise, il y a encore des droits qui sont effectivement invocables et opposables à l'administration. Pourtant, c'est la réalité. Et le premier combat qui a été gagné par l'administration et par l'État, c'est un combat psychologique. Les soignants ne croient pas qu'ils pourront un jour récupérer les sommes qui leur ont été volées. C'est du vol, ce n'est rien d'autre. Ils ne croient pas qu'ils pourront un jour les récupérer. Pourtant, c'est bien le cas, et je suis persuadé qu'avec les recours que nous sommes en train de faire aujourd'hui, un grand nombre d'entre eux seront indemnisés. La question, c'est combien et quand? Alors aujourd'hui, j'accompagne plus d'une centaine de salariés, d'agents publics et de libéraux partout en France. D'accord? Conseil de prud'homme, j'en ai à peu près une bonne trentaine, et après, principalement, parce que c'est mon domaine d'activité, j'interviens devant les tribunaux administratifs. Aujourd'hui, nous avons 42 tribunaux administratifs. Aucun d'entre eux n'a rendu de décision en matière d'indemnisation. Ce qui veut dire quoi? Premièrement, c'est des recours qui sont sérieux. Parce que si c'était des recours qui ne tenaient pas la route, ils vous auraient déjà rendu une décision en vous disant bon bah circuler, il n'y a rien à voir, parce que le code de justice administrative vous permet, lorsque vous êtes magistrat, de dégager par ce qu'on appelle le tri des requêtes qui sont manifestement infondées. Donc quand on estime que ça tient pas la route, on peut rapidement dégager votre requête. C'est pas le cas. Aucun d'entre eux, aucun des 42 tribunaux. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a un vrai problème de droit qui se pose. Première chose. Deuxième chose, si demain on a une décision favorable qui nous était rendue, c'est pas des centaines de requérants que vous avez devant les portes des tribunaux, c'est des milliers de requérants. Parce qu'on va communiquer dessus, et que bien entendu, si vous avez des probabilités importantes d'être indemnisé, c'est aujourd'hui, concrètement, c'est ça qui est le blocage. C'est qu'on a des soignants qui ne sont pas encore persuadés eux-mêmes qu'ils ont un droit à indemnisation. C'est le cas pourtant.
il y a un droit d'indemnisation. Alors, si vous êtes suspendu 3 semaines, bon, oui, effectivement, vous ne faites pas un recours. Mais si vous êtes suspendu plusieurs mois, et pour un grand nombre d'entre eux, 20 mois, évidemment qu'il y a un droit indemnitaire. Maintenant, la réponse que je n'ai pas, c'est quand cette indemnisation va tomber, et combien ça va être. Est-ce que ça va être 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, je ne sais pas. J'ai des demandes indemnitaires qui sont extrêmement élevées. Et encore une fois, à chaque fois, c'est très facile de rapporter la preuve. Vous prenez votre avis d'imposition, vous prenez vos bulletins de salaire, faites une comparaison avec ce que vous aviez auparavant et ce que vous avez eu pendant la crise sanitaire, et ça permet d'établir la réalité et la quantité de votre préjudice. C'est d'une simplicité déconcertante. Maintenant, il faut faire la démarche. Si vous ne faites pas la démarche, vous ne pourrez jamais être indemnisé. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de décision là-dessus parce que, évidemment, que ça ferait ce qu'on appelle une sorte d'appel, à la contestation. Et je ne pense pas, concrètement, que les juridictions aient envie d'ouvrir une voie indemnitaire à tous ces soignants qui pourraient être en droit demain d'aller récupérer les sommes qui leur ont été volées. La question des personnes qui subissent des effets secondaires. Aujourd'hui, il faut accompagner ces personnes dans la reconnaissance de leurs effets secondaires et l'indemnisation de leurs effets secondaires. Alors, bien entendu qu'une réparation financière, c'est pas satisfaisant, que ça vous redonne pas le fonctionnement d'un corps en bonne santé, bien entendu. Mais c'est quand même déjà un premier pas vers la réparation qui est indispensable. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des victimes qui s'ignorent et des victimes qui ne savent pas par où commencer. Donc aujourd'hui, on est en train d'accompagner ces victimes. On leur conseille principalement d'aller saisir l'ONIAM, mais l'ONIAM, le problème, c'est qu'elle fait des évaluations quand même qui sont très en dessous et en deçà de ce qui devrait correspondre à des réparations normales. Il est très difficile de trouver des médecins conseils. Pourtant, c'est indispensable pour que ces médecins conseils puissent s'assurer qu'on a fait effectivement une évaluation et une expertise médicale qui est conforme à la réalité et qui n'est pas en défaveur du patient. Et ensuite, vous avez bien entendu des actions en responsabilité à l'encontre de l'État qui doivent être engagées pour pouvoir obtenir des réparations encore plus importantes et surtout voir reconnaître que l'État a manifestement manqué à ses obligations. J'en parle un tout petit peu comme ça, mais c'est encore un peu secret. Nous avons des recours contre la NSM qui sont prévus, puisqu'effectivement la NSM a manqué à ses obligations. C'est en cours de finalisation, donc je n'en parle pas plus, mais en tout cas, sachez que c'est dans la boîte et que ça sera communiqué en temps et en heure sur le sujet. Encore une fois, il y a des droits à indemnisation, il n'y a pas de fatalité, il y a juste des choix. Le choix d'être une victime, effectivement, et de passer à autre chose, ou le choix d'être une personne qui est indemnisée, qui fait valoir ses libertés fondamentales. Mais la première cause de souffrance de tous nos maux, c'est l'ignorance. Donc, si vous connaissez vos droits et que vous êtes capable ensuite de les faire valoir, naturellement, vous rétablissez l'équilibre nécessaire face à l'administration, qui est aujourd'hui dans une position de force. On a une accoutumance aux restrictions de liberté, on a une multiplication de la législation pour restreindre nos libertés, et on a ce qu'on appelle un effet cliquet. C'est-à-dire qu'on va restreindre vos libertés jamais en une fois, on va les restreindre au fur et à mesure, et chaque fois qu'on va vous les restreindre, même si c'est temporaire, en réalité, la restriction va durer et la liberté ne reviendra jamais à sa position initiale. C'est pour ça qu'on dit que c'est un effet cliquet. L'accoutumance aux restrictions de liberté, c'est ce qui est le plus dangereux, parce que ça veut dire que vous cessez de vous battre pour rétablir une liberté qui était initialement non contestée et non contestable. Et vous acceptez de plus en plus des restrictions plus ou moins justifiées. Je rappelle encore une fois que depuis février 2023, la HAS avait dit l'obligation vaccinale pour les soignants n'est plus utile. Pourtant, même si j'ai expliqué au tout début de ma démonstration que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel avaient validé les mesures restrictives de liberté à la seule et unique condition que l'utilité, la nécessité et la proportionnalité soient réunies, et que si l'une de ces conditions disparaissait, la mesure restrictive de liberté devait immédiatement disparaître, en dépit de cette jurisprudence et de ce rappel systématique dans toutes les décisions, 23 février 2023, 15 mai 2023. 3 mois quasiment pour pouvoir prendre une décision de levée d'une obligation vaccinale qui avait quand même pour conséquence, on le rappelle, de priver de toute rémunération, sans aucune compensation financière, des soignants. Donc évidemment que ma première inquiétude, c'est cette accoutumance aux libertés, à la restriction de liberté, qui fait que vous avez de plus en plus de citoyens qui considèrent que c'est normal de restreindre leur liberté, qui cherchent même plus à discuter de est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est proportionné, et qui vont même plus loin, vont critiquer tous ceux qui s'interrogeraient, comme moi ou comme certains de mes clients, sur le bien fondé de ces mesures de restriction de liberté. Rappelez-vous, alors vous l'avez peut-être pas connu, mais au tout début, quand je conteste le confinement, on n'est pas en train de me rironner, mais quasiment, lorsque j'explique que, effectivement, même si vous confinez, vous ne devez pas faire tout et n'importe quoi. Et on était en mars 2020. Donc à l'époque, c'était très 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 compliqué pour
discuter avec une personne qui considérait qu'effectivement il pouvait y avoir des abus parce qu'on était quand même en train de s'inspirer d'une mesure qui avait été prise par un régime qui n'était pas démocratique, qui était le régime chinois, et qui même eux n'avaient pas considéré qu'il fallait confiner 100% du pays. Et ils avaient confiné 44 millions d'habitants, ils sont quasiment 1 milliard, un peu plus d'1 milliard. Donc même les Chinois n'étaient pas allés aussi loin que nous. Et quand vous dites on s'est quand même inspiré d'un régime qui n'est pas démocratique et en plus on allait plus loin qu'eux, ça interroge quand même sur le caractère liberticide de ces mesures. Ça mériterait en tout cas de les discuter devant le juge administratif. À l'époque, il n'y avait quand même pas grand monde qui était d'accord pour contester avec vous. C'est exactement la même chose aujourd'hui avec les mesures restrictives de liberté. Vous accoutumez une population, et les avocats font partie de la population, aux restrictions de liberté, et toute personne qui oserait critiquer ces mesures sera appelée complotiste, là où auparavant, dans un monde normal, dans une démocratie normale, on aurait appelé ça un opposant politique. Le message, c'est de toujours se battre pour ces libertés fondamentales. Ne jamais renoncer, ne jamais accepter cette position de victime. Il n'y a pas de victime, il n'y a que des choix conscients.